Bonsoir, comme tous les vendredis, nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de minuit 40, heure à laquelle vous retrouverez Nagui pour son émission Taratata. Mais auparavant, vous avez la parole au 39 21, standard d'Europe 1. Et à tout moment, au cours de l'émission, vous pouvez composer le 39 21 pour intervenir en direct à l'antenne. Vous pouvez aussi réagir à un témoignage sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. Ce soir, vous serez accueillis par Asiba et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marion. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc je vous appelle pour avoir des conseils. Oui. Donc actuellement, je suis stagiaire dans une étude d'huissier de justice Oui. dans le but de devenir huissier. Mhm. Donc en fait, je sors tout juste de la fac et je suis un peu déçue parce que je pensais être épaulée par l'huissier Oui. et c'est pas du tout le cas. Vous avez terminé vos études? Ça se Oui, fait. tout à fait. J'ai eu un master en droit et D'accord. Oui. donc je viens juste de rentrer dans la vie professionnelle. Oui. Et en fait, elle est assez spéciale, elle est lunatique et je sais pas du tout comment agir face à ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'elle est d'une humeur très changeante. Voilà, tout à fait. Un coup, c'est bonjour, le lendemain, c'est rien du tout. Donc, je sais pas trop comment agir. Et c'est des reproches constants alors que, enfin, j'ai le sentiment de me donner à fond. Mhm. Donc, je sais pas trop comment réagir face à elle. Ça fait combien de temps là que vous avez commencé le stage? Ça fait 5 mois. Ah oui. Et elle a toujours été comme ça? Oui, enfin au début ça se passe, enfin tout au début non, enfin on va dire les 2 premières semaines et depuis oui c'est ça, c'est un jour bonjour, un jour rien du tout, même pas comment allez-vous, ou rien du tout. Vous en avez, enfin c'est un peu compliqué, mais les autres collaborateurs, vous êtes la seule en stage ou? Tout à fait oui, je suis la seule stagiaire, mais après bon il y a des employés. Et les autres employés, vous avez noué des liens oui, tout à fait. amicaux Ça se passe bien avec le reste. Oui, et il ne parle l'équipe. pas d'elle, de sa personnalité. Apparemment si, enfin d'après eux c'est quelqu'un de lunatique et qui a une humeur changeante. Oui, donc c'est pas lié seulement à vous. Non, pas du tout. Et c'est pas lié au fait que elle aurait pu, je sais pas, avoir des problèmes dans sa vie personnelle, puisque vous dites les 2 premières semaines ça se passait bien, et puis après ça a bougé. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est pas le cas. Je sais pas, je peux pas vous répondre, je sais pas du tout. Enfin, sa vie privée, je n'en sais rien. Non, elle vous en parle pas évidemment. Non, bien évidemment, donc je sais pas du tout. Mhm. Bon, elle vous fait des reproches de quel ordre? Bah, sur mon travail, par exemple, elle me reproche de pas aller assez vite. Enfin, je me sens débordée, donc je lui en ai fait part. Parce que je pense que je suis stagiaire et je suis là pour apprendre et pas pour être exploitée. Vous êtes rémunérée? Oui, tout à fait. Mhm. Mais, ça va durer combien de temps ce stage? 2 ans. Ah oui. Oui. Quand on a fini, donc vous avez fini vos études, c'est comme ça, il y a toujours un stage de 2 ans. Oui, voilà, tout à fait pour avant de pouvoir exercer par vos propres moyens. Mhm. Donc oui, c'est des reproches sur mon travail, comme quoi j'irai pas assez vite, etc. Alors que je suis en apprentissage, donc forcément il me faut du temps pour assimiler correctement. Donc je lui en ai fait part du fait que je me sentais débordée. Donc sur le coup, elle m'a fait des reproches en me disant que c'était de ma faute. Et le lendemain, comme par hasard, elle a enlevé une partie du travail. Comme quoi, enfin, en quelque sorte, j'avais raison. Mais depuis, j'ai plus droit à un bonjour. Donc je comprends pas trop. Oui, comme si elle vous le faisait payer. Oui, voilà, tout à fait.
Je crois que ça vaudrait la peine d'avoir une discussion avec elle, hein, finalement. De dire, bon, écoutez, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfaite de moi. Oui. Et finalement, moi non plus, je suis pas très satisfaite, ça se passe pas comme je le souhaiterais. D'accord, lui faire part de... Oui, lui dire, écoutez, j'aimerais faire un peu le bilan, ça fait 5 mois que je suis chez vous et j'aimerais faire un peu le bilan de mon stage. D'accord. Je crois qu'il faut un peu mettre les pieds dans le plat, enfin en restant évidemment très correct. Hein. Quand je dis mettre les pieds dans le plat, parfois, ça voyez, l'expression est un peu lourde, mais dire bon, écoutez, j'aimerais, voilà, ça fait 5 mois déjà que je suis dans votre étude, j'aimerais bien pouvoir, est-ce que vous auriez du temps à m'accorder, qu'on puisse un peu parler de mon stage, parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas vraiment satisfaite de moi. Oui. Vous la laissez voir, vous voyez comment elle réagit. Peut-être qu'elle va dire non, écoutez, qu'est-ce qui vous fait penser ça, ou ce n'est pas le cas. Bon, auquel cas tant mieux pour vous. D'accord. Si elle vous dit oui, effectivement, laissez-la développer. Vous avez tout intérêt à plutôt laisser l'autre développer des arguments. Ça vous laisse le temps, vous, de répondre et de contre-attaquer. D'accord. Hein ? En préparant quand même un peu votre défense, si je puis dire. D'accord. Non. Mais parce que est-ce que vous ne pouvez pas changer en cours de stage ? Si, bien sûr, mais là, il faudrait que j'attende d'avoir au moins 1 an d'expérience. Oui, mais si c'est un an où vous avez l'impression de perdre votre temps, ou si c'est quelqu'un où vous ne pouvez pas apprendre avec elle, à quoi bon ? Oui, c'est sûr. Finalement. C'est une perte de temps. Si vous perdez votre temps, je vois pas franchement l'intérêt. Non, parce qu'en contrepartie, l'école, ça se passe super bien, donc... Et vous n'êtes pas dans votre école, il y a pas comment dire, nous on appelle ça un maître de stage, mais il y a pas quelqu'un qui peut vous aider un peu, vous suivre, vous conseiller ? Faudrait que je demande, oui. Non, je ne sais pas. Je vous demandais, est-ce que ça se fait ou pas ? Ça ne se fait pas apparemment chez vous. Mon maître de stage est censé être l'huissier qui me suit, chez qui je suis. Ah oui, d'accord. Mais il n'y a pas dans l'école où vous êtes un référent à qui vous pourriez parler de vos difficultés dans le milieu professionnel. Parce qu'après, au bout de ces 2 ans, vous rendez, je sais comment ça s'appelle. Je passe un examen professionnel. Oui, et alors auprès d'un de vos professeurs. Non, oui, même auprès du huissier. Ah oui, en plus, donc c'est elle qui va vous noter. C'est pas vraiment elle, c'est d'autres. Mais c'est pas elle qui... C'est pas elle qui vous évaluera. Non, c'est pas elle. Bon, mais enfin, il est quand même déterminant cet examen. Oui, c'est sûr, oui. Pour aboutir. Et il consiste en quoi cet examen professionnel ? Ce sont des écrits et un oral. Mais qui ont trait directement à ce que vous avez fait pendant le stage ? Oui et non, une partie. Une partie seulement ? Oui, c'est pas la totalité. Bon, c'est important déjà. Oui, c'est sûr. Bon. Parce que, en fait, d'autre part, c'est vrai que depuis que je suis un peu dans l'entreprise, c'est vrai que je suis un petit peu effacée parce que j'attends de prendre mes marques et elle me reproche d'être fragile alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc je sais pas comment lui expliquer que je suis quelqu'un de solide. Parce que moi, je suis pas du tout prête à baisser les bras. C'est pas parce qu'on me fait des remarques. Je veux juste progresser. Mais fragile, qu'est-ce qu'elle entend par là ? En fait, un peu mal placée pour dire ça, parce que... Voilà, vis-à-vis de la profession, le métier de huissier est un métier assez difficile. Oui, compliqué. On est confronté à beaucoup de difficultés. Oui. Donc c'est dans ce sens-là. Mais moi, personnellement, je me sens apte à le faire. Oui. Et c'est vrai que je suis jeune et que je sors de la fac, donc faut... Vous l'accompagnez chez les... Comment on dit c'est pas des clients ? C'est les débiteurs, non, pas encore. Oui, c'est pas des clients, évidemment, mais c'est des débiteurs, oui, non, vous appelez ça. En fait, depuis que je suis dans l'étude, elle me prend pas du tout en charge. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette étude ? Je gère des dossiers. Mais vous n'allez pas sur le terrain avec elle ? Non, du tout. Depuis que je suis arrivée dans l'étude, il y a vraiment... À chaque fois que je lui demande un renseignement, elle me renvoie toujours vers un de ses employés, donc...
qui normalement n'ont pas compétence pour le faire. Mais dans ce stage, vous ne devriez pas, au bout d'un moment, aller vous confronter au métier d'huissier, ou c'est aller sur le terrain, rencontrer les gens, et pas seulement être à consulter des dossiers. Bon, en même temps, vous me direz, c'est un stage de 2 ans. Bon, ça fait 5 mois que vous y êtes, il n'y a pas de temps de perdu. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des points de repère par rapport à vos amis qui sont également en stage ? Comment ça se passe pour eux ? Il y en a qui les suivent, qui suivent les huissiers, qui vont faire des constats avec eux, etc. Oui. Mais, est-ce qu'il y en a qui, comme vous, ne sont que sur des dossiers ? Il y en a certains, mais... Oui, donc c'est pas inhabituel en même temps. Oui. Bon, pour le moment, oui, c'est vrai que ça fait pas très longtemps. Ça, c'est plutôt rassurant. Non, parce que quant à sa personnalité, si elle est lunatique, malheureusement, Marion, vous n'allez pas changer sa personnalité, hein. Oui, c'est sûr. Puisque c'est pas les autres employés. C'est pour ça que je vous demandais un petit peu comment s'ils avaient pu. Alors évidemment, ils sont employés, ils peuvent pas non plus dire pique-pendre d'elle, hein, puisque c'est elle qui les rémunère. Mais ils vous ont quand même un peu rassuré, semble-t-il, en disant que ce n'était pas lié à vous, oui, tout à qu'elle fait. vous avait prise en grippe. Elle se comporte de la même façon avec eux. Oui, tout à fait. Hein, c'est sa personnalité. Ça, bon, malheureusement, écoutez, il y a des gens comme ça, c'est très pénible. Mais écoutez, madame a ses humeurs. Il y a un jour, elle arrive, elle dit bonjour. Le lendemain, non. C'est pénible, mais il va falloir passer un peu au-dessus de ça. En revanche, au niveau du travail, vous, dans la mesure où elle vous a accepté en tant que stagiaire, elle a aussi certaines obligations vis-à-vis de vous. Vous en avez vis-à-vis d'elle. Oui, tout à fait. Hein, bien sûr, vous avez signé un contrat. Oui, bien sûr. Mais elle en a vis-à-vis de vous. D'accord. Donc autant faire le point. Je trouve qu'au bout de 5 mois, 6 mois, sur 2 ans, ça peut être pas mal, et de dire, écoutez, ça montre justement, puisqu'elle vous dit que vous êtes quelqu'un de fragile, ça lui démontre le contraire. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à aller la voir et à demander un échange avec elle, plutôt que d'être là, voyez, à attendre, à encaisser sans rien dire. Okay, et vous préparez un peu une argumentation. Donc vous la laissez venir, dire bon, je voulais vous rencontrer parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes ou alors vous positivez, parce que c'est peut-être pas forcément très constructif de commencer en disant j'ai le sentiment que vous n'êtes pas satisfaite de moi, dire bon, je voulais savoir un petit peu, faire le point sur on arrive à 6 mois de stage, savoir ce que vous en pensiez, vous dire un peu comment je ressentais aussi ce stage, en la laissant en espoir. Je pense qu'elle va un peu elle développer, dire voyez, l'amener un peu à ce que elle prenne la parole. D'accord. Ça serait mieux, c'est parce que ça évite que vous vous exposiez trop, vous, dans un premier temps. Il est toujours, ça c'est un peu stratégique, Marion, il est toujours dans un entretien comme ça où vous n'êtes pas en position hiérarchiquement favorable, j'ai envie de dire, de laisser votre interlocuteur s'exprimer pour voir un peu où il en est. Ça vous permet de vous positionner, vous, par rapport à ce qu'il dit. Ok, très bien. Et de vous préparer aux éventuels reproches qu'elle peut vous faire, c'est-à-dire sur votre fragilité, remémorez-vous un peu les reproches qu'elle vous a fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout réfuter en bloc. Parce que là, ça voudrait dire que vous n'acceptez aucune critique, aucune remarque. Il y a certainement, sur certains points, elle a peut-être raison. Mais pas sur tout. Et puis, pour ne pas rester dans quelque chose, d'être sur la défensive ou dans quelque chose de conflictuel, proposer et formuler des attentes. Dire voilà un petit peu, moi ce que j'en attends, comment j'envisagerais, dites, les choses. D'accord. Vous voyez comment ça se met en place, c'est-à-dire si elle entend, déjà ça montre que vous êtes à même de prendre des initiatives, que vous avez envie de faire quelque chose, que vous pouvez prendre que vous êtes entreprenante.
D'accord. Si vous constatez que ça ne bouge pas, je parle pas de son humeur, hein. Ça, je vous dis, la personnalité, bon, vous la changerez pas. Puis à la limite, vous n'êtes pas là pour ça. Eh bien, peut-être que ça vaut le coup, mais ça serait bien de voir au niveau de votre école, de si c'est possible, si ça c'est déjà fait. Moi, je ne sais pas, je connais pas du tout votre domaine, hein, Marion. D'accord. Mais est-ce qu'il est possible de changer de lieu de stage? Ça, je ne sais pas. C'est à voir avec votre école, vous renseigner. Déjà, si c'est possible, si ça D'accord. l'était, ça vaut peut-être le coup. Si rien ne bouge pour vous, plutôt que de perdre votre temps, au fond. Hein. D'accord. Mais elle peut être sensible au fait que vous preniez les devants et que vous vous montriez pleine de, au fond, d'initiative. Montrer que vous êtes une jeune fille qui n'en veut. Hein? Bah, c'est le cas pourtant. Mais j'entends. Je... Oui, Je oui. suis déterminée, c'est bien ce que je veux faire, donc Tout à fait. j'ai toute l'ambition pour. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'en ce moment, ça me convient pas tellement parce que je suis un peu désemparée face à cette situation. J'étais malade, j'y suis allée, je fais tout pour que ça se passe bien. Mais apparemment, c'est pas suffisant. Oui, mais bon, il y a un temps d'adaptation. Mais c'est vrai que 5 mois, ça commence à... Vous voyez, vous êtes à même de vous positionner, et de trouver vos marques et puis... d'être en attente. Je vous dis, vous avez des en tant que stagiaire, il y a des droits et des devoirs, et elle aussi, dans la mesure où elle vous a accepté, vous êtes là pour apprendre. Hein, vous êtes stagiaire, vous l'avez bien dit. Donc qu'elle vous forme. Et alors ça prend du temps, ça demande de la disponibilité. Si elle n'est pas disponible pour vous, je vois pas pourquoi elle vous a accepté. Hein. Ah bah c'est... À mon avis, c'est pour exploiter les... Ouais. Je pense que c'est ça, parce que quand on prend un stagiaire, ça a beaucoup de manque de coûts et du coup... C'est-à-dire que vous ne travaillez pas, finalement avec elle. Non, dans une journée, je dois l'avoir 5 minutes, on va dire. Bah écoutez, laissez-lui entendre... Vous pouvez pas, puisque on ne sait jamais, les choses peuvent évoluer. Il s'agit pas d'y aller frontalement, mais dire si elle vous dit, attendez de voir si vraiment elle vous dit oui, je ne suis pas satisfaite, voilà. Dire, je tiens quand même à vous rappeler que je suis là pour apprendre et qu'il est bien précisé. Vous en parlez, vous ne dites pas il est bien précisé que je dois apprendre auprès de l'huissier. Or, finalement, vous avez un emploi du temps très chargé qui fait que, malheureusement, je vous vois très peu dans la journée. Oui, c'est sûr. Vous voyez, vous lui renvoyez quand même que, bon, elle est très peu disponible pour vous. Mais, bon, elle a un emploi du temps très chargé, cette dame. Il faut rester diplomate, un peu. Hein, ménager vos arrières, on ne sait pas. Voilà, c'est parfois difficile de trouver un stage. C'est bon. Vous n'allez pas lui dire, vous êtes en train de m'exploiter. On n'est pas là. Hein. Oui. D'accord. Bon. Très bien. Et puis si vous voulez, vous me rappelez, et puis pour me dire où vous en êtes, comment ça a évolué. D'accord, très bien. D'accord. Bon, bon courage, hein, Marion. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et alors je vous précise que ce soir je suis désolée, je n'ai pas de SMS qui arrive. On a un souci informatique, donc ne vous étonnez pas si je n'ai pas lu de réaction. Je suis désolée, il y a peut-être des réactions qui auraient pu aider Marion, mais j'ai un écran noir devant moi. Voilà, je ne peux pas les lire. Alors en revanche. Il y a Hubert qui nous envoie un mail, qui nous écrit, qui dit pour avoir étudié un peu le droit, il faut bien comprendre que huissier de justice est une profession libérale et en même temps elle représente l'ordre public. Cette profession est soumise aux lois du marché. Sa responsable veut qu'elle soit compétitive et pour cela, il faut qu'elle adopte une attitude un peu agressive et qu'elle sorte du cadre scolaire, dit Hubert. On va accueillir maintenant Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Fabrice, vous êtes en situation de séparation, je crois. Séparation ou divorce. Juin dernier, j'ai décelé auprès de ma compagne qu'elle était attirée par une personne.
Suite à cet événement, j'ai demandé qu'on considère notre couple. Par la suite, on est parti en juillet pour un convoi humanitaire en Afrique, pensant qu'on allait se rapprocher. Et puis moi, j'appréhendais énormément le retour, plutôt le mois d'août, sachant que c'était en suspens de son côté. Et puis, mois d'août arrivé, inévitablement, s'est rapproché de cette personne. Et du coup, ça n'a pas amélioré les choses parce qu'elle était complètement dans une indécision entre mon histoire et une autre histoire de couple. Et l'on considérait, et puis l'histoire avec cette personne. Et puis, j'ai entamé une sorte un espace de dialogue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous a poussé à en arriver là. Enclencher une démarche personnelle, une thérapie, et puis quitte à prendre une semaine dans un endroit neutre, type temple bouddhiste, pour réfléchir sur soi. Et puis pendant septembre, octobre et novembre, ça a été assez dur parce que c'est toujours indécis entre deux histoires. Et puis elle m'a supplié de prendre 3 semaines de recul chez une de ses amies. Et ça a été les pires semaines que j'ai vécues tout seul dans une maison. Et à l'issue de ces 3 semaines, j'ai appris qu'en fait c'était plus ils se sont vraiment rapprochés intimement. Et là ça a été un sentiment de trahison, un sentiment de ce que je lui ai donné. Je lui ai laissé cet espace-là et en fait ça a été à l'encontre de notre situation. Alors du coup, j'ai très mal vécu ce non-dit, ou je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. Vous étiez mariés depuis combien de temps ? 8 ans. 8 ans. 8 ans, on s'est connus 10 ans, au moins une dizaine d'années, au moins ça. Donc on avait des projets, acheter une maison en campagne, avoir des enfants, par le biais d'une fille. Donc voilà, il y avait quand même plein de projets qui étaient en cours. Et puis voilà, ça a été balayé en un mois. Ça a été changé. Alors, parce qu'elle a rencontré une autre personne. Hein, oui, ça. Une autre personne plus âgée qu'elle. Et plus âgée elle a que moi. quel âge vous avez quel âge tous les moi, deux ? J'ai 44 ans, ma compagne a 37 ans et elle a rencontré une personne de 55 ans. Vous avez des enfants ? Moi j'ai ma fille, oui. Oui. Qui a 22 ans. D'accord. Vous n'avez pas d'enfants ensemble ? Non. Oui. C'est pour ça qu'on avait enclenché, avant juin, on avait enclenché une FIV. Ah oui, c'est important ça. Comment ? C'est important ça. C'est important, Parce qu'elle a rencontré cet homme, vous ne savez pas vraiment, parce que vous dites que vous l'avez découvert incidemment. Je l'ai deviné parce que plus ça allait, plus je sentis qu'elle était complètement... c'était différent, quoi. Oui. Et c'est dans le cadre professionnel, dans les rencontres professionnelles, la rencontre de cette personne qui était peut-être en souffrance, peut-être, alors au début c'était une amitié qui s'est installée entre eux, et puis ça s'est transformé petit à petit, en une attirance forte et incontrôlable. Elle ne peut plus maîtriser quoi que ce soit. Je sais pas ce que ça leur renvoie à elle. Si vous avez démarré donc un processus de fécondation in vitro avant juin, ça veut dire qu'auparavant vous essayiez d'avoir un enfant et puis n'y parvenant pas, vous avez mis en place ce processus. Donc il y avait ça en suspens dans votre relation de couple, ce désir d'enfant qui ne se concrétisait pas. C'est important ça. Oui, effectivement, c'est important. Elle, de son côté, j'ai pas. Est-ce qu'elle a des enfants, elle ? Non. Dès qu'on s'est rencontrés, elle m'a expliqué un peu son histoire. Et en fait, elle avait des difficultés pour avoir des enfants. Et il s'est trouvé qu'un jour, elle a eu
un enfant qui n'était pas prévu dans son histoire. Oui. Donc du coup, elle s'est trouvée face à cette situation, et donc elle a fait un divorce. Oh là là, lapsus. Elle a fait un avortement. Oui, quel lapsus, hein. Elle s'en est pas remise, vraiment, parce qu'elle était face à ce choix et elle ne souhaitait pas assumer la naissance de cet enfant par rapport à son compagnon du moment. Quoi. Oui. Et dès qu'on s'est rencontrés, c'est vrai que quand j'ai présenté ma fille, ça a été c'était un drame pour elle. Elle a quel âge, votre fille? Vous m'avez dit 22 ans. Hein. Oui. Mais pourquoi ça a été un drame? Parce qu'en fait, elle n'a pas vu son père pendant 20 ans. Oui. Et je ne souhaitais pas d'avoir d'enfant, moi, au moment qu'on s'est rencontrés. Pour moi, j'ai ma fille, et je ne souhaitais pas d'en avoir. C'était comme ça. Je n'avais pas envie de revivre. Et au fil des années, ça s'est assoupi. Puis oui, pourquoi pas avoir un enfant entre nous. Mais bon, c'était physiquement impossible apparemment. C'est pour ça qu'après qu'on a enclenché une fille. Et en fait, le fait qu'elle désirait avoir un enfant, ça envoyait à son propre père, parce qu'elle me voyait à travers lui, à travers moi du moins, elle voyait son père, parce que moi j'étais un père. Donc c'est vrai, pendant 2 ans, ça l'a bouleversé, que je souhaitais pas avoir d'enfant, alors que j'en avais une. Et elle a pris sur elle pour cette fille, parce que c'est pas simple, c'est une démarche sur le corps médical, quand on fait face à un corps médical qui ne garantit rien. Ça a été très dur pour elle de pouvoir faire cette démarche-là, sachant que physiquement, elle a des complications physiques et des maladies qui empêchent beaucoup qui empêchent, effectivement, d'avoir des enfants. Alors c'est pour ça, peut-être par le biais de la fille. Non, je vous posais la question parce que c'est vrai que vous avez soulevé ça au détour comme ça. Hein, vous dites. Oui. Et bon, vous pouvez peut-être vous demander, ceux qui nous écoutent, pourquoi relever ça. Mais parce que, bon, il y a certainement beaucoup d'autres choses, mais je pense pas anodin dans votre histoire. Parce que souvent, il y a quelque chose de tellement lourd dans cette attente, dans ce désir d'enfant qui ne peut pas se concrétiser, dans ce processus de FIV qui est lourd, que malheureusement on voit des couples qui explosent. J'utilise volontairement l'expression, et où parfois l'un des deux part comme ça, craque sur une personne rencontrée, enfin part comme ça, comme si tout d'un coup il y avait de la légèreté qui venait dans sa vie, vous voyez, par rapport à quelque chose de fond émotionnellement très très difficile à gérer. Alors après, il y a certainement bien d'autres facteurs, bien d'autres choses, mais je vous sens tellement désemparé, Fabrice, que je sens que vous avez besoin de vous rattacher aussi à quelque chose, d'essayer de comprendre, parce que effectivement vous étiez mariés depuis 8 ans. Vous vous connaissez depuis 10 ans, donc c'est pas une petite histoire. Hein. Cette femme était dans votre vie depuis très longtemps. Alors après, on ne peut jamais expliquer complètement pourquoi parfois l'être qu'on aime s'en va, nous quitte. Moi je le comprends très bien. Par contre, j'ai du mal à gérer son indécision. C'est-à-dire en fait, dès qu'elle a rencontré cette personne, moi je suis pas prêt à vivre à 3
me paraît... Pourquoi ? Parce que vous voulez dire qu'elle est, elle revient vers vous. Voilà, ce qui se passe, ça fait que depuis ce juin, 6 mois à peu près, voilà, c'est constamment, je pars, je viens, j'aime plus. Ah oui, d'accord. C'est une indécision incroyable, hein, donc moi ça me met dans une position où j'ai plus de base, plus de repères. Oui. C'est ingérable, c'est vraiment ingérable. Oui. Je suis en train de fouiller dans ses mails, de savoir ce qui se passe. Oui. C'est incontrôlable. Je me surprends à avoir des comportements, mais vraiment, j'aurais jamais imaginé auparavant. Oui. Et à plusieurs reprises, où elle a le sentiment qu'elle devait partir pour l'autre, et puis finalement elle reste, et puis c'est des états d'angoisse incroyables. On ne peut pas gérer une situation comme ça tant que c'est pas défini et clairement posé, quoi. Et en fait, en début décembre, là la situation s'est accélérée, où vraiment un état de comportement où chaque nuit c'était je reste, le lendemain je m'en vais, et où nous ne savons pas quoi choisir entre deux personnes, quoi. Entre deux histoires et une incapacité. Oui, ça c'est très destructeur pour vous. Oui, peut-être à ce moment-là, faudrait-il... c'est compliqué ce que je vais vous dire. Je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être faudrait-il lui dire, écoute, vis ce que tu as à vivre avec lui. Enfin, où je peux pas rester dans cette situation d'entre deux comme ça. Enfin, parce que je trouve que finalement, c'est destructeur pour vous parce que vous perdez dans cette situation, au fond, vous risquez de perdre toute estime de vous-même et de vous déprimer complètement. En fait, il s'est trouvé qu'en début décembre, elle est partie. Elle est partie, elle a quitté le foyer familial. Et on a statué. On a posé un acte de dire, effectivement, le mieux c'est qu'on divorce. Voilà, parce que quand vous avez commencé à me parler, et j'ai cru d'ailleurs voir sur votre petite fiche que vous étiez, je vous ai présenté comme tel en situation de séparation, et vous m'avez dit non de divorce. Oui, de divorce, parce que la séparation, pour moi, il y a un lien marital. D'accord, mais alors, c'est là où je ne comprends pas, parce que vous dites de divorce, mais ça veut dire que vous avez fait une demande de divorce ? Non, pour l'instant, on a posé un choix. En début décembre pour se dire la situation est intenable. Alors, et le mieux que ce serait que qu'on divorce parce que oui, vous avez dit ça. Enfin, tous les deux. Et alors ça c'était début décembre. Aujourd'hui, parce que elle fait c'est machine arrière. On a début janvier, courant de la semaine, elle s'est aperçue qu'en fait, elle est revenue et m'expliquait qu'en fait, elle avait des forts sentiments pour moi. Oui. Que tout ce que j'ai mis en place pour reconsidérer le couple, j'avais raison sur tous les points. Oui. Et qu'elle est toujours dans une phase, elle est dans une tourmente. Oui. Et réalise qu'effectivement, l'histoire de l'autre, c'est peut-être pas une histoire qui aboutira sur quelque chose de très profond, mais par contre la nôtre certainement. Bon, alors, écoutez, ça c'est très constructif, ça. Incroyable. Non, mais alors, est-ce qu'elle continue ? Ah oui, mais un aller-retour qui va plutôt dans le sens de votre relation, parce que elle revient vers vous là. Oui, mais elle est toujours, elle est toujours dans son appartement. Dans l'appartement de cet homme ? Non, je pense que c'est pris un espace pour elle. Ah, c'est différent. Mais cela dit, elle m'a avoué quand même qu'elle a demandé que lui prenne un appartement pour qu'il se voit de temps en temps. Bon, alors c'est là où il faut vous positionner, dire, écoute, j'entends ce que tu me dis. Je suis prêt à donner une chance à notre histoire, mais à la condition que tu ne vois plus cet homme. On peut pas être trois dans cette histoire. Je l'ai déjà évoqué, ça. Oui, mais c'est même pas évoqué. Je l'ai déjà expliqué. C'est même pas expliqué. C'est-à-dire, vous avez le droit
de dire, vous, aujourd'hui, puisque en décembre, vous en étiez à parler de divorce. Aujourd'hui, finalement, c'est au fond ce qui l'a fait réagir. C'est-à-dire, elle revient vers vous en disant qu'avec vous, il y a des bases solides. Elle sait qui vous êtes. Ça fait quand même 18 ans qu'elle vous connaît. Et qu'avec vous, il y a quelque chose de profond. Qu'avec cet autre homme, il y a quelque chose d'une passade, d'une aventure qui l'entraîne dans quelque chose de, mais qu'elle ne peut pas construire. Il y a quelque chose d'elle qui l'intègre au fond. Elle le sait. Elle le verbalise en tout cas. Donc, fort de ça, vous pouvez lui dire, moi je suis prêt, parce que vous l'aimez, à donner une chance à votre couple, mais que vous ne pouvez pas être trois dans cette situation, et que donc c'est à la condition qu'elle ne voit plus cet homme et que surtout vous alliez en parler en thérapie. Hein. Vous ayez une voilà. Mais ça, je dis, on a même discuté là-dessus sur ce sujet-là, quoi. Qu'elle ne voit plus cette personne tant que, enfin voilà. Mais ça sera plus fort qu'elle. Et puis moi, non, mais elle peut pas donner une chance à votre histoire et continuer à voir cet homme. C'est pas possible. Mais ça sera plus fort qu'elle. Oui, mais alors elle peut. Alors vous arrêtez la relation. C'est pour ça que. Alors à ce moment-là, vous lui dites vis ce que tu as à vivre et on ne se voit plus. Je pense, vous parlez pas de divorce, dire vis ce qu'on a à vivre, on ne se voit plus. C'est un peu ce que. Oui, c'est vrai que. Mais je n'ai pas de lien, ne reviens pas vers moi. Vis ce que tu as à vivre avec cet homme. Mais on ne s'appelle plus, on ne se contacte plus. Vous n'évoquez pas le divorce pour le moment. Mais qu'elle prenne conscience qu'à ce moment-là, il n'y a pas de lien avec vous. Hein. Pas de contact téléphonique, elle vous appelle pas. Loin. C'est le cas de cette semaine, il n'y a pas eu de lien, pas de contact, je sais pas. Oui, c'est une semaine. Hein. C'est une semaine. Qu'elle prenne conscience de ça. Bon, il y a cette semaine, elle vous dit en même temps qu'elle veut revenir vers vous. Mais Fabrice, vous positionnez pas assez. Vous êtes, je comprends, vous êtes très malheureux, vous souffrez terriblement, et du coup, vous avez l'impression que vous pouvez tellement la perdre que vous n'osez pas vous affirmer dans l'histoire. Or, je pense que vous avez plus de cartes en main que vous ne le pensez. Et c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle peut-être, mais enfin, elle sait et elle vous l'a verbalisé qu'elle a beaucoup à perdre, hein, et qu'elle peut vous perdre. Donc, fort de ça, vous pouvez aussi vous affirmer. Donc, de deux choses l'une, vous pouvez lui dire d'accord pour donner une chance, à condition que cet homme, tu ne le vois plus, et que il est important qu'on aille parler de tout ça, qu'on voit quelqu'un. Soit elle dit d'accord, elle vous suit. Si vous la sentez hésitante, si c'est pas possible, eh bien, vous lui dites, écoute, vis ce que tu as à vivre avec cet homme. Mais moi, je ne suis plus là. Sachant que j'ai une perte de confiance. Je ne vous entends pas en retour parce que mon casque s'est débranché. J'ai un souci avec mon casque. Décidément, on a beaucoup de problèmes techniques ce soir. Je ne vous entends pas. Hein. Je suis désolée, j'ai eu un souci. Vous allez certainement me réentendre là. J'ai plus de retour. Je continue à vous parler, mais je peux plus vous entendre là. J'ai un souci avec le casque. Attendez, je vous retrouve tout de suite. Vous m'entendez là ? Ouais, je vous non. Entends. Ah, bon, attendez. Il y a des soirs comme ça où la technique nous lâche de tous côtés. On va essayer de voir. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, je vous entends. Vous m'entendez toujours ? Bon, parfait. Moi aussi, je vous réentends. Voilà. Bon. Ce que je voulais évoquer, c'est qu'en fait, moi, maintenant, j'ai une perte de confiance incroyable et j'ai du mal à la reconsidérer parce que quelle est la crédibilité qu'elle peut me donner pour me dire qu'elle ne verra plus cette personne ? C'est impossible. Elle le voit dans son cadre du travail. Non, mais c'est pas la crédibilité. Elle peut ne pas voir. C'est même pas une crédibilité. C'est-à-dire que elle s'y engage.
Après, vous allez pas, vous, je sais, vous allez, bien sûr que vous allez avoir cette peur chevillée au corps, et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez accompagné par un thérapeute pour traverser cette tourmente. Vous n'aurez jamais, vous allez, parce qu'il s'agit pas de la fliquer. Ben oui. Après, c'est un engagement. Donc, soit elle s'engage, elle veut donner une chance à votre couple, ce qu'elle vous disait d'une certaine façon dans ses propos. Soit, eh bien, elle vit ce qu'elle a à vivre avec cet homme. Et peut-être qu'elle sait au fond qu'elle ne peut rien construire avec lui. Donc elle reviendra certainement vers vous en prenant le risque que vous ne soyez plus là. Et en attendant, qu'est-ce que je fais, moi, en attendant En attendant, vous vous faites aider. Ah oui. Vous allez vous en parler. Si elle ne prend pas, ne saisit pas au bon la première option, entre guillemets, qui est de ce qu'elle a verbalisé auprès de vous, qui est quand même très constructif, de dire « je sais que c'est avec toi que je peux construire ». D'accord ? En attendant, rien ne vous empêche effectivement de vous faire aider, pour vous sentir un peu plus fort. Parce que dans cette situation où elle vous met entre deux, c'est épouvantable, vous perdez toute estime de vous et effectivement, vous courez droit à la dépression. Donc vous pouvez pas rester dans cette situation, Fabrice. Sachant que maintenant, c'est vraiment être face à soi-même, quoi. Oui, mais justement, il faut en parler. Il faut que vous alliez en parler. C'est le cas, mais ça n'a pas l'air de... C'est le cas, c'est-à-dire vous voyez un thérapeute ? Depuis septembre dernier, oui, j'ai commencé une thérapie, et elle aussi, de son côté aussi, ce qui a fait ce retour en arrière, parce que de son côté, elle a une grosse souffrance, parce que pour être indécise comme ça, ça doit brasser quelque chose de très profond. Et c'est pour ça que je me dis que ça dépasse le cadre du couple, parce que tant qu'elle ne pourra pas régler ce souci-là, on ne pourra pas avancer, quoi. Oui, mais que ça ne repose pas. Là, pour le moment, vous faites tout reposer sur elle, Fabrice. Vous avez aussi plus d'atouts que vous ne le pensez. Parce qu'elle peut aussi avoir très peur de vous perdre. C'est là-dessus qu'il faut que vous travailliez. C'est ce qu'elle me dit des fois. Voilà, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Bon courage en tout cas, Fabrice. Ah oui. Ouais, je sais qu'il vous en faut. Bon courage. Au revoir Fabrice. Au revoir. Bonsoir Monique. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous entendre parce que on avait essayé vous m'aviez appelé et malheureusement je ne pouvais pas vous répondre, ça m'avait un peu contrariée. Mais je vous félicite pour votre émission. Merci beaucoup. Parce que vous montrez beaucoup d'humanité quand on entend tous les problèmes on va dire des hommes et des femmes. Oui. Voilà. Bon, moi, mon cas est un peu autre chose. D'une part, j'ai une petite pensée aussi pour tous ces malheureux. Je vous l'ai mis dans le mail qui ont subi ce tremblement de terre. Oui. Bon, moi, je suis malheureuse parce que j'ai perdu mon mari. Mais je me dis qu'il y a aussi tellement d'autres malheurs. Et ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai vécu une histoire d'amour, une belle histoire. Et je crois que c'est ce qui fait très très mal quand l'être qu'on a aimé s'en va. Surtout quand on a vécu quelque chose de beau. J'ai eu un homme extrêmement généreux, bon. Nous étions déjà veufs tous les deux. J'ai été veuve déjà une première fois, j'avais 35 ans. Et mon mari était veuf de son côté aussi. Et on s'est rencontrés, on a eu le coup de foudre. J'avais 35 ans, il en avait 47. Oui. Et il m'a aidé à surmonter. 35 ans. Oui, c'est important parce que parfois on a des femmes qui disent oh là là, passé la trentaine, qui désespèrent. Donc voilà, il est arrivé pas à un moment finalement déjà dans votre vie un peu avancé. Oui, parce que je m'étais mariée très jeune dans un premier mariage et j'ai eu une fille du reste. Oui. Et mon premier mari donc était très dépressif
Il est décédé en 1973, donc vous voyez, ça remonte quand même assez loin, mais de sa propre volonté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que... il s'est suicidé. Oui. Et alors, j'ai beaucoup souffert pendant plusieurs années de cette dépression. C'était une vie en dents de scie, pas possible. Et je pense qu'à cette époque-là, on était moins assistés aussi que maintenant. C'était plus difficile peut-être de s'en sortir. Et puis, il avait des parents qui étaient... en fait, il était fils unique et, si vous voulez, il était immature. Donc, il pouvait pas arriver à faire face à sa vie d'homme. Et il est décédé. Quand il est décédé, j'étais très fatiguée, tout ça. Et un an après, j'ai rencontré le monsieur que je viens de perdre actuellement, donc mon mari. Il y a combien de temps que vous l'avez perdu, votre mari? 8 mois. Oui, c'est très récent. Oui, c'est très récent et c'est très dur. Il avait quel âge? Il aurait eu 83 ans. Oui. Oui. Bon, bien sûr, on dirait que c'est déjà un bel âge, mais... oui, mais c'est toujours ça change trop tôt. Rien pour moi. Bien sûr, ça change rien à votre douleur. Hein. Ah non, absolument. Pour moi, c'est quelque chose. Alors en plus, du fait que j'étais veuve, donc moi j'avais une fille, et lui, de son côté, était veuf également depuis quelques années, et il avait 3 garçons. Il était resté seul avec 3 garçons qui commençaient déjà à être un petit peu grands. Oui. Et puis, ma fille s'est mariée à son tour, et quelques années après, son mari est décédé. Elle est restée seule avec 3 enfants aussi à 32 ans. Vous voyez, c'est un parcours. Et mon mari, le deuxième, a servi en définitive de père et de grand-père à mes petits-enfants. Parce que ils étaient jeunes quand leur papa est décédé, donc pendant 20 ans, on peut dire, oui, même 30 ans, puisque ma petite fille est née à 30 ans. Oui. Et pratiquement, il les a pas élevés, mais pratiquement. Oui. Alors, si vous voulez, non seulement j'ai très mal d'avoir perdu mon mari, mais je vois aussi mes petits-enfants qui sont très malheureux d'avoir perdu leur grand-père. Il y en a un qui m'a dit, tu sais, Pépé, pour nous, c'était la référence de l'homme dans la maison, parce qu'en définitive, comme leur maman s'est pas remariée, il n'y a jamais eu d'autre homme. Alors, mais si je vous ai appelé, si j'avais envie de parler, c'était parce que j'entends tellement de cas de femmes toutes ces mésententes et tout ça. Alors je me dis, mais pour une fois, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des mariages heureux? Mais bien sûr qu'on peut le dire, Monique, et comment? Oui. Parce que vraiment, je sais bien qu'on peut embellir quand il y en a un qui s'en va, on a peut-être tendance à ne plus voir que les belles choses, c'est possible, je veux bien. Mais là, je suis obligée de dire que j'ai eu un homme extraordinaire, qui a été gentil pour mes petits-enfants, qui étaient comme les siens, qui m'a toujours gâtée, qui a toujours été aux petits soins pour moi, qui était... je sais pas, il me manque. Ça va vous aider pour la suite. Je comprends évidemment qu'un homme comme ça, si plein de qualités, tellement aimant, vous manque. Ça ne fait que 8 mois, donc c'est tellement récent. Mais je pense que quand on a eu une relation si harmonieuse, et fusionnelle, ça aide ça aide à continuer parce que cet amour, on le garde en soi, on le porte en soi. C'est plus difficile. Mon expérience de psychologue me montre que c'est beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont eu une relation conflictuelle, voire une relation faite d'absence, de faire le deuil, que ça soit avec d'ailleurs un parent, avec un compagnon, un mari, une épouse, parce que il y a toujours ce regret de ce qui n'a pas eu lieu et de ce qui aurait
peut-être, voilà. Et puis de ce que la mort vient brutalement empêcher. Il y a ce plus jamais. Tant que la personne est vivante, même si on est dans le rejet, dans l'agressivité, voire dans la haine, il y a un petit espoir, même infime, que peut-être ça pourrait s'améliorer. Et puis la mort vient dire plus jamais. Alors que donc il y a toujours cette déchirure d'être partagée en disant de toute façon oui mais ça n'allait pas, il m'a fait du mal ou elle m'a fait du mal ou mais donc déjà de dire ça n'a jamais pu fonctionner entre nous et en plus dire de toute façon ça ne pourra jamais être réparé. Oui. Alors que quand comme vous, il y a eu cette histoire finalement belle et oui. on le porte en soi l'amour de l'autre. Il y a le manque évidemment, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous serez aussi forte de ça. Cet amour continuera, on le sent d'ailleurs quand vous en parlez, à vivre en vous. Oui, mais c'est exactement, et c'est ce qui me pousse à vivre, enfin à vivre, j'arrive pas à vivre comme je vivais avant, parce que bon, c'est pas possible, hein. Mais quand je me lève le matin, si vous voulez, si je vais m'apprêter, me peigner, m'arranger, je dis, toi, tu es pas là, mais je continue parce que t'aurais pas aimé que je sois pas comme ceci ou comme cela. Je fais tout en définitive. Il est dans mon cœur, quoi. Il est là. Il est là. Et oui, forcément, la force de son amour est très vivante en vous. Ça ne disparaît pas. Voilà. La mort ne peut pas enlever ça. Non. La chose qui me travaille le plus, c'est qu'il est parti assez brutalement, c'est-à-dire en 5 semaines, et il a énormément souffert. Et je voyais dans ses yeux que la hantise qu'il avait en définitive de me laisser et de pas vouloir il voulait pas parler qu'il allait mourir, quoi, si vous voulez. Je l'ai lu, je le lisais dans ses yeux, je le voyais il le voyait dans les miens. Il voulait plus que je prenne ma voiture parce qu'il avait peur que j'ai un accident. C'était encore lui qui était encore aux petits soins tout en étant dans oui, jusqu'au bout, il était protecteur vis-à-vis de vous. Jusqu'au bout, voilà, c'est ça, jusqu'au bout. Et oui, c'est important ce que vous dites parce que parfois il est important, malgré la peine, le chagrin immense que l'on éprouve, c'est très très compliqué évidemment, mais de pouvoir presque libérer évidemment avec beaucoup de guillemets les personnes que l'on aime, de pouvoir leur dire presque que elles peuvent partir presque en paix, de les laisser. Qu'on continuera, qu'elles peuvent qu'on continuera, qu'elles peuvent lâcher finalement, enfin qu'elles peuvent c'est ça, parce que c'est ce que vous dites, vous sentiez qu'il était presque en souffrance de vous laisser. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'était son jusqu'au dernier moment, j'ai senti que c'était ça qui le qui le faisait souffrir. Il souffrait. Mais qui lui créait une souffrance supplémentaire. C'était une souffrance supplémentaire. Voilà, dire que finalement c'est là où on peut aussi se parler d'amour et dire que tout ce qui vous a transmis, tout ce qui vous a donné, tout ce qui vous permettra de cet amour, vous le portez en vous. Il reste vivant. C'est ça, les êtres qu'on a aimés restent vivants en nous dans tout ce qu'ils nous ont transmis. Hein. Du reste, avec mes petits enfants, c'est ce que je leur dis. Il faut continuer de parler de lui. Et oui. Au présent. Bien sûr, oui. Et ils se sont construits grâce à leur grand-père, père, enfant. Donc ils sont ce qu'ils sont grâce à lui. Donc c'est important ça. Mais écoutez, je suis très heureuse Monique d'avoir pu parler avec vous. Je vous embrasse fort et continuez à bien prendre soin de vous comme il aurait aimé que vous le fassiez. Je vous embrasse Monique, au revoir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit 40.
attente. Et vous pouvez appeler bien sûr le 39 21 pour nous parler de vous, pour réagir au témoignage. Les SMS remarchent au 7 21 21 code nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. Frédéric nous a écrit au sujet de Fabrice qui était assez perdu parce que sa femme faisait des allers-retours entre lui et un autre homme. Frédéric dit Fabrice ne devrait aucunement attendre sur un strapontin que sa femme fasse son choix et vive sa vie. Il devrait la quitter, elle reviendrait ainsi et lui n'aurait pas à se dévaloriser. La petite souris dit vous devez vraiment beaucoup l'aimer car malgré cette situation, vous avez beaucoup de mal à prendre une décision. Vous n'êtes même pas en colère, vous semblez très passif. Attention, vous vous faites souffrir. Et puis, je voulais revenir sur... on avait eu le témoignage de Pierre il y a quelques jours qui avait... un jeune homme de 35 ans l'avait contacté par téléphone pour lui dire qu'il était son fils. Et c'était une histoire un peu de secret de famille. Et j'avais eu des mails de Gabriel et de Gilles que je tenais à remercier parce que j'avais parlé des ouvrages de Serge Tisseron qui a beaucoup écrit sur les secrets de famille. Et je voulais remercier Gabriel et Gilles puisqu'ils avaient envoyé des mails pour citer ces ouvrages. Alors il y a Secrets de famille, mode d'emploi aux éditions Marabout de Serge Tisseron. Et il y a également Tintin et les secrets de famille, c'est aux éditions Aubier. Merci à vous deux. Voilà. Et puis il y a également un mail de Yolande qui est allée voir elle le site Le Sabot et la Plume. C'était Clémence qui nous avait parlé de son tour de Bretagne en roulotte. Elle dit c'est vraiment super ce que cette jeune femme fait pour la mémoire de notre pays. J'écoute votre émission tous les soirs, les interventions de Petite Plume, de Sergio et de tous les autres fidèles. Je n'ai jamais osé faire le pas, mais je suis de tout cœur avec toutes ces personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre. J'ai moi-même perdu mon mari assez brutalement, j'ai dû faire face à toutes les difficultés qui ont découlé. Avec ma fille, nous travaillons sur l'exploitation agricole de mon mari. Notre réussite est un peu une revanche face au malheur qui nous a frappés. Ce simple mail afin de donner du courage à celles et ceux qui sont dans le désarroi. Et puis, voilà, nous dit Yolande. Non, c'est tout. Et Jean-Luc, lui, a appelé le 39-21 parce qu'il voulait remercier Monique qui est intervenue juste avant le journal pour ce message d'espoir. Il dit j'ai 45 ans, j'ai divorcé et je n'y croyais plus. Alors l'entendre parler m'a émue et même donné les larmes aux yeux. Elle doit savoir qu'à travers sa douleur, eh bien, elle donne plein d'espoir à tout le monde, de dire que voilà, et on peut vivre une très belle histoire d'amour. Comme Monique disait, est-ce qu'on peut dire qu'on peut vivre une belle histoire d'amour et être heureux? Vous avez fait du bien à Jean-Luc et certainement à beaucoup d'autres. Alors merci Monique d'avoir témoigné. Et bonsoir Ileana, je prononce bien votre prénom? Oui, merci. Bonsoir. Bonjour Caroline et merci beaucoup pour vos émissions que j'écoute le plus souvent possible et qui sont vraiment formidables. Merci d'y participer. Je suis très émue là. J'ai vécu quelque chose d'épouvantable au début de la semaine. Ma fille qui habite dans les Dom-Tom attendait des jumeaux. Oui. Et ça fait un bon moment que j'avais l'impression qu'elle était très mal suivie médicalement. En fait, elle avait un rendez-vous tous les mois, ni plus ni moins, alors que là, elle arrivait à sa 34e semaine. Oui. Et lundi, elle a été prise... elle avait tout le temps mal au ventre depuis très longtemps déjà, très très mal au ventre. Pourtant, elle n'est pas douillette. Et lundi, elle a été prise vraiment de maux de ventre intolérables. Elle s'est mise à vomir partout et... Donc ils ont appelé le SAMU, oui, qui est venu, ils l'ont embarqué. Et puis il y a une tranche horaire dans laquelle on ne sait pas très bien ce qu'il est advenu. On a dit à son mari qu'il fallait faire une césarienne d'urgence. Donc la césarienne a été faite. Les bébés, heureusement, avaient 34 semaines, donc ça a été. Oui. Viable, en bon état. Oui. Et pour ma fille, on n'a pas su exactement jusqu'où ça s'est allé, mais elle a été entre la vie et la mort pendant 2 jours. Et en fait, elle avait fait ce qu'on appelle une crise de pré-éclampsie ou une toxémie gravidique. Ah oui, quelque chose dont les très, femmes très grave. mouraient au 19e siècle, j'ai l'impression, quoi. Oui. Et bon, bien
bien sûr, l'hôpital, je n'ai pu la voir que au téléphone. Là, je suis à Paris, ma fille est donc dans les dom-toms. Et bien sûr, l'hôpital dit qu'on ne pouvait absolument pas prévoir ça, que c'est pas de chance, et puis c'est tout. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, on surveille les grossesses gémellaires un peu différemment. Et j'aurais voulu savoir s'il y a des auditeurs qui m'écoutent, qui sont soit mamans de jumeaux, Oui. soit médecins, soit sages-femmes, soit infirmières, enfin qui connaissent un petit peu, et qui pourraient me dire si vraiment une surveillance par mois en fin de grossesse pour des jumeaux, c'est normal. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une énorme négligence médicale et voilà, elle laisse failli mourir. Bon, pour elle, ça se termine bien. Oui, comment va-t-elle aujourd'hui ? Pardon ? Comment va-t-elle aujourd'hui ? Là, depuis hier, elle va bien. Elle a pu voir ses bébés aujourd'hui. Oui, les bébés, c'est... Oui, les bébés, c'est OK. C'est un petit garçon, petite fille c'est... Deux petits garçons. 2 petits garçons, d'accord. Oui. C'était ses premiers bébés ? C'était ses premiers bébés, oui. D'accord. Et j'ai quand même regardé un peu sur Internet et j'ai vu qu'une première grossesse gémellaire, il y avait quand même un risque de cette prééclampsie qui n'est pas négligeable, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'elle aurait dû être surveillée toutes les semaines à la fin de sa grossesse. Mais bon, voilà, j'aurais voulu savoir. Moi, je suis comment, s'il y avait des témoignages de mamans, de jumeaux, comment elles ont été suivies pendant leur grossesse, en fin de grossesse, est-ce qu'elles avaient un suivi, puisqu'en général tous les mois, oui, c'est pour une grossesse normale, voilà, donc un bébé, mais si pour les grossesses gémellaires, il y a un suivi différent, ou peut-être un gynécologue qui serait à l'écoute, ou une sage-femme, comme vous dites, qui pourrait nous apporter plus... Une surveillante, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient passer ce genre. Oui, de grossesses gémellaires, bien sûr, qui sont de plus en plus répandues d'ailleurs, parce que comme il y a de plus en plus de FIV... Ah oui, c'est suite à une FIV, justement. C'est suite à une FIV, d'accord. Et toute la grossesse s'est très très mal passée, donc de toute façon... Ah oui, toute la grossesse... elle était pas bien, elle a eu du diabète gestationnel, elle a eu mal au ventre, mais vraiment des fortes douleurs tout le temps. Quel âge a-t-elle, votre fille ? 32 ans. Oui, elle est pourtant jeune. Ben oui, elle est jeune et normalement... oui, en bonne santé, elle n'avait pas de problème de santé particulier. Pas du tout, c'est une dure à cuire, si je peux dire. Oui. Mais voilà, et donc elle s'est plainte depuis le début et on lui disait c'est normal. Et la dernière fois qu'elle a vu le gynécologue, donc c'était il y a 3 semaines, il lui a même pas fait d'examen pour voir où en était le col de l'utérus je sais pas, ça paraît tellement ahurissant que je sais plus quoi penser. Mm-hmm. Oui, ça a dû être très très éprouvant pour vous, d'autant plus en étant à distance. Ça a été horrible. On n'arrivait pas à obtenir les renseignements. On sait toujours pas exactement ce qui s'est passé entre le moment où elle a été prise en charge. Mais ils m'ont quand même dit que tout allait très très mal, quoi. Le pronostic vital était engagé, la fonction rénale ne marchait pas, le foie ne marchait pas, elle avait une tension épouvantable, mais il y a une hémorragie énorme. Oui, c'est d'une gravité extrême, hein. Oui. Bon, heureusement, aujourd'hui, elle va bien. Les petits garçons vont bien. Voilà, aujourd'hui, vous commencez à savourer après ce moment d'angoisse là terrible. Vous commencez à. C'est difficile à passer d'un extrême à l'autre comme ça, mais enfin, vous commencez. Ça s'est passé quand, ça? Ça s'est passé c'est lundi. Lundi, mardi. Oui, donc on n'est que vendredi. Oui, en effet, vous pouvez pas encore. C'est difficile de passer d'un état comme ça à l'autre. Très difficile. Et puis c'est difficile aussi d'oublier que probablement il y a eu une négligence médicale. Enfin, je veux dire, s'il a fait ça pour ma fille, alors il y a des tas d'autres femmes qui sont en danger aussi, quoi. Mais il faudrait peut-être vous renseigner auprès. Vous êtes vous êtes en région parisienne, en province? À Paris, oui. À Paris. Parce que vous pouvez déjà vous renseigner auprès de à Paris. Je vois les hôpitaux. Il y a Port-Royal qui suit les grossesses dites à risque. Maternité Port-Royal.
déjà vous pourriez avoir, enfin, vous voyez, auprès de certains, il y a aussi comment. Oui, alors que c'est difficile de téléphoner comme ça. Non, mais dire, je voulais savoir vous pouvez demander dans le service pour un suivi de grossesse gémellaire, vous pouvez poser une question, dire le suivi pour une femme je sais pas, dire, enfin. Comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? C'est tous les mois pour une grossesse classique, mais pour une grossesse gémellaire, c'est plus rapproché, j'imagine à la fin. Pourquoi on ne vous répondrait pas? Je sais pas pourquoi. Parce qu'en général, quand on téléphone dans les hôpitaux, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai. Moi, je peux toujours essayer. Il y a Béclair aussi. Oui, ma propre fille est née à Béclair, elle a failli mourir à la naissance, donc c'était pas une référence non plus. Donc cette fille-là qui a eu cet accouchement. Elle a failli mourir à la naissance. Oui. Pourtant, j'étais suivie dans le service de grossesse à haut risque. Oui, comme quoi, c'est étonnant, hein. Oui. Oui. Oui, dites-moi, c'est chargé, hein, au niveau de la maternité chez vous. Oui, très, oui. Bon, enfin, heureusement, elle a failli mourir, mais elle est bien là, et maman à son tour. Elle est très fatiguée, mais on sait que elle doit être fatiguée, ça c'est sûr. Les fonctions vont se remettre, la fonction rénale remarche. Le foie, on a encore pris un coup, mais ça se régénère. Enfin, Oui, il faut qu'elle récupère bien, oui, surtout avec 2 bébés là. Hein. Oui, non, mais là je vais aller m'occuper d'elle. Vous allez la rejoindre là? Oui, je pars la semaine prochaine. Oui, parce qu'elle va avoir besoin, oui c'est ça, qu'on s'occupe d'elle. Oui. Et puis qu'on la seconde pour les bébés. Oui. Parce que déjà un bébé, quand on est fatigué, même sans être fatigué. Puis de toute façon un accouchement c'est fatigant. Donc même sans être fatigué, un bébé c'est fatigant les premiers temps. Avec les nuits, avec ce rythme auquel il faut s'adapter, d'un nouveau-né. Mais alors 2, oui, elle va vraiment apprécier que vous soyez auprès d'elle. Hein. Bon, écoutez, le message est passé, Ileana. Oui. Alors si on est ce soir exceptionnellement, enfin pas exceptionnellement, c'est le vendredi, donc on termine vers minuit moins 20. Il reste peu de temps. Si je relance l'appel, s'il y a des mamans de jumeaux ou un gynécologue, accoucheur ou une sage-femme, une infirmière, enfin quelqu'un qui connaît un peu le suivi de grossesse gémellaire, pouvez nous donner quelques explications sur comment ça se passe sur ces grossesses, notamment en fin de grossesse. N'hésitez pas à appeler le 3921 pour donner quelques informations à Ileana. Ça peut se faire aussi la semaine prochaine. Je vous rappelle que un témoignage, vous n'êtes pas obligé de réagir parfois sur le moment même, parce que je dis ça parce que beaucoup d'auditeurs écoutent en podcast. Oui. Donc il y a peut-être des auditeurs qui vont réagir en réécoutant en podcast et qui réagiront par mail. Donc si vous écoutez l'émission, si on a des mails, soit vous écoutez, soit à ce moment-là on vous rappellera à votre numéro. Vous partez quand? De toute façon, j'écouterai lundi et mardi sans faute, et puis après vous partez. D'accord. Et mercredi encore, je pars jeudi. Oui. D'accord. Bon, si on a des choses comme ça, on vous appellera. Hein. Oui, d'accord. Je vous en prie. Et puis embrassez bien votre fille et puis vos petits-fils là. Merci beaucoup. Au revoir, Ileana. Au revoir. Alors c'est dommage, Isabelle nous a appelé là au 3921. On a essayé de vous joindre, Isabelle, mais vous êtes sur répondeur, c'est dommage, on aurait préféré vous entendre directement nous en parler suite au témoignage qu'on vient d'entendre à l'instant d'Ileana, qui est grand-mère donc de 2 petits garçons et qui se demandait si sa fille avait été bien suivie pendant sa grossesse, puisque malheureusement elle a fait une éclampsie et ça aurait pu être très grave, et heureusement elle se remet bien. Isabelle dit il y a une surveillance mensuelle pour les échographies et une visite tous les mois avec le médecin si tout se passe bien. Cela revient à un rendez-vous tous les 15 jours. Oui. Je sais pas comment vous faites votre compte, Isabelle, j'aurais vraiment préféré vous avoir. Mais bon, alors Isabelle ajoute, les rendez-vous s'intensifient en fin de grossesse. Isabelle qui a accouché de jumeaux il y a 10 mois, en tout cas. Félicitations. Et on accueille Marie-Josée. Bonsoir Marie-Josée.
Marie-Josée, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Je vous Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes huissière. On dit huissier ou huissière de justice? Non, on dit huissier. Huissier mais de moi, justice. je suis huissier honoraire, c'est-à-dire que je n'exerce plus, je suis à la retraite. Et c'est ce qu'on dit quand on n'exerce plus. Ah ben oui, il arrive un moment où on prend sa retraite. Oui, je sais, mais dans ces cas-là, on dit honoraire. Honoraire. D'accord, je ne savais pas. Tout le monde n'a pas l'honorariat. On a l'honorariat si on a exercé dans des conditions qui sont honorables. Voilà. Ah, donc vous avez exercé dans des conditions honorables. Il faut le demander et on ne l'a pas d'office. Bon, alors, voilà. Très bien. Alors, ce que je voulais... Alors, vous voulez rebondir sur le témoignage de Marion, Voilà. de cette jeune femme oui, qui a parce que démarré... Je suis arrivée en cours d'émission et Oui. tout d'un coup, je suis tombée sur votre émission. Quand j'ai entendu parler d'études, ça m'a attiré l'oreille. Oui, bien sûr. Marion qui, rappelons-le, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début de l'émission, faisait un stage donc chez un huissier de justice qui était un peu lunatique. Elle est inscrite à l'école de procédure. C'était, je pense. Elle l'a pas nommé l'école, mais elle disait que l'école de procédure, voilà, qui dure 2 ans effectivement, et qui est une école qui dépend de la chambre des huissiers. D'accord. C'est la chambre voilà. Et donc ce stage est de 2 ans. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup de stagiaires pendant tout mon exercice. J'ai formé beaucoup de stagiaires qui ont passé l'examen qui permet d'accéder à la profession d'huissier. Et qui sont soit rentrés dans la profession, qui ont payé, ou soit restés chez nous. Et ce qu'il faut qu'elle sache, d'une part, c'est qu'il est difficile de trouver des stages. C'est pas facile. Oui. Donc, il faut faire attention qu'elle essaye quand même de conserver son stage. D'accord. C'est ennuyeux de se mettre mal avec le huissier ou oui. avec laquelle elle travaille et qu'elle ne la garde pas parce que là... Elle aura peut-être des difficultés pour retrouver un autre stage, si elle veut rentrer dans notre profession. Oui, elle en avait très envie. D'autre part, la procédure, c'est quelque chose d'extrêmement rébarbatif au départ. Il faut il faut presque 1 an pour peut-être pour trouver... C'est très difficile, c'est très rébarbatif et ça peut effectivement, ça peut lui paraître un peu difficile au départ. Et surtout quand on en a fait des études brillantes, qu'on sort de l'université, tout d'un coup, on se retrouve dans ce milieu, qui est un milieu, il faut démarrer au bas de l'échelle. On peut pas, quand j'ai entendu qu'on lui confiait des dossiers de procédure, ça m'a semblé quand même très, très dangereux. Ah bon? Parce qu'il y a des risques, il y a une grosse responsabilité. Quand on dirige une procédure, qu'on mène une procédure, il y a une grosse responsabilité, il y a des délais. Donc elle se décharge peut-être un peu trop elle se décharge peut-être un peu un peu trop auprès de Marion. Et voilà. On ne peut pas lui confier des choses à responsabilité actuellement. Actuellement, il faut qu'elle apprenne à rédiger des actes parce que le problème maintenant avec l'informatique, c'est que les actes sont tout préparés et que on ne sait pas rédiger les actes. Autrefois, on les tapait à la machine. Donc, on apprenait, on savait les actes, on les connaissait. Et ça, on va lui demander des actes à l'examen. Il va falloir qu'elle les rédige à la main. Ah, oui. Il faudra qu'elle les connaisse, qu'elle sache. Et les actes, c'est très complexe, avec des délais, avec des pièges. Oui. Et on va lui poser ces questions-là à l'écrit. D'accord. Donc ces choses-là, c'est le bas de l'échelle. Il faut savoir aussi remplir les actes, c'est-à-dire qu'on signifie un acte. C'est-à-dire qu'on fait le facteur, on va remettre un acte au débiteur ou la personne qui est poursuivie. On remplit des mentions, mentions de délivrance de l'acte. Oui. Et ensuite, il va y avoir des originaux, et ces originaux, il faudra les remplir à l'étude après. Et ces originaux, il faut qu'ils soient parfaitement bien remplis. Vous voyez, il y a plein de petits détails qu'il faut faire, il faut partir au bas de l'échelle, et on progresse, mais on ne peut pas, même au bout de 5 mois, pouvoir diriger des procédures. Donc il faut qu'elle soit patiente. Pardon ? Il faut qu'elle soit patiente. Il faut de la patience, il faut qu'elle soit bien dirigée, parce que
Oui. Évidemment, l'huissier ne peut pas s'occuper d'elle. L'huissier est toujours à l'extérieur. Bon, il peut y avoir, si vous voulez, quand la personne rentre, quand elle rentre à son étude, bon, on peut avoir des discussions le soir. C'est intéressant, même, c'est très intéressant. Oui. Mais dans la journée, elle ne va pas l'amener avec elle tout le temps. D'accord. C'est pas possible. Mais écoutez, merci beaucoup, Marie-Josée. Je suis désolée, je vous interromps. Je crois que vous nous avez dit l'essentiel pour Marion. Je vous interromps parce que c'est vrai que je voudrais. L'émission se termine dans 3 minutes et je voudrais également accueillir Catherine qui voulait réagir sur le témoignage d'Ileana. Mais merci d'avoir été très synthétique et j'espère que Marion vous aura entendu. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Au revoir Marie-Josée. Bonne soirée. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Vous êtes sage-femme. On va devoir aller très vite, mais j'espère que... Je me suis permis d'appeler parce que j'ai entendu le témoignage d'Ilana. Et en fin de compte, je voulais la rassurer parce qu'en fin de compte, elle est en train de rechercher par rapport au suivi de grossesse, etc. Et l'éclampsie, c'est toujours ce qu'on craint en fin de grossesse, donc on le cherche systématiquement dans des bilans sanguins, etc. Mais en contrepartie, ça peut arriver soudainement et on fait face à ce qui nous arrive au niveau des urgences. Et apparemment, elle est arrivée, il fallait tout de suite une prise en charge qui a été faite. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop qu'elle remue un petit peu tout le suivi de grossesse, si ça a été fait, pas fait. Parce que ça, ce qui est arrivé à sa fille, ça peut arriver à n'importe qui, soudainement. Donc je pense qu'elle a été quand même suivie tous les mois. Et s'il y avait vraiment un risque, elle aurait été hospitalisée, déclenchée, césarisée rapidement, quoi. Donc, je voulais lui dire, si sa fille est en réa, elle va être prise en charge. Apparemment, elle récupère bien. Donc, apparemment, elle récupère bien. Oui. Voilà. Oui. Mais alors, je reçois un message de Maya qui, donc un SMS qui dit: je suis en doctorat de neuro en Normandie et travaille sur la pré-éclampsie. Normalement, on surveille de près la pression artérielle, la protéinurie qui augmente fortement. Voilà. Mais oui, pour des jumeaux, bien sûr, il y a plus de risques pour la pré-éclampsie, plus de risques de prématurité, dit Maya. Donc, même donc un suivi une fois par mois, vous trouvez ça C'est-à-dire qu'une fois par mois, elle a sûrement eu un bilan sanguin, et au niveau du bilan sanguin, il y a des choses qui alertent, quoi. D'accord. Il y a des choses qui alertent. Donc la protéinurie, notamment, dont parle Maya, des choses comme ça. Les plaquettes aussi. La chute des plaquettes. D'accord. L'hyperuricémie, et puis il y a tout un bilan hépatique qui est fait normalement facilement en fin de grossesse. Donc ça, normalement, elle a dû avoir un bilan sanguin de voilà, fait. Et si jamais elle avait une petite perturbation du bilan sanguin, ils auraient sûrement surveillé de près, d'un peu plus près, parce qu'une fois par mois, ça fait un peu léger quand même, je trouve. Et parfois, ça peut arriver, vous dites, alors que le bilan sanguin est bon. Voilà. Ça peut arriver brutalement, vous semblez dire. Tout en sachant qu'une grossesse gémellaire, c'est quand même à risque. Oui. Donc à partir d'un certain terme, à partir de 37 semaines, on les voit souvent tous les 15 jours. Mais c'est-à-dire qu'on oublie aussi que, j'ai envie de dire, une grossesse tout court, il y a un risque. Pour toutes les grossesses. C'est-à-dire qu'on voit toujours le côté heureux maintenant, mais c'est vrai que... On a tout... Combien de femmes sont mortes en couche, hein? C'est ça, on oublie. Mais là, j'ai accouché une femme cet après-midi. En fin de compte, cette femme-là, elle a eu une césarienne pour pré-éclampsie la première fois. Elle est partie en réa aussi. Et là, cette fois-ci, c'était pas une grossesse gémellaire quand elle a eu sa pré-éclampsie. Son éclampsie carrément, puisqu'elle est partie en réa. Et là, elle a accouché tout à fait normalement, mais elle était surveillée de près quand même. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle surveillance, prévention, qu'on n'est plus, et heureusement d'ailleurs, habitué à ce qui est... Et les vomissements, c'est un signe aussi. Les vomissements en fin de grossesse, on fait systématiquement tout un bilan. Ah, c'est important ça, ce que vous dites. Les vomissements en fin de grossesse. Oui, parce qu'autant en début de grossesse, les nausées, c'est un grand classique, mais en fin de grossesse, c'est pas... Et les maux de ventre dont parlait Ileana?
Mais en fin de compte, quand on fait une prééclampsie, on a une contracture de l'utérus importante, permanente, donc on a très très mal au ventre. D'accord, parce qu'elle nous disait que sa fille se plaignait beaucoup de maux de ventre. Ouais. Donc, la grossesse, c'est quand même un état où tout peut se perturber d'un seul coup. Donc, c'est pour ça qu'on est là, à l'hôpital. Eh oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à consulter pour rien. Eh oui, bien sûr. C'est jamais pour rien, en fin de compte. On oublie toujours les maternités. Moi, pour y avoir travaillé un moment, c'est bien sûr le lieu de la vie, mais c'est aussi le lieu où malheureusement la mort peut survenir on a un pied dans la brutalement. tombe quand on est enceinte et un pied dans le vivant. Faut faire attention quand même. Et oui, c'est bon. J'espère qu'il n'y a pas trop de futures mamans qui écoutent là ce que vous dites, mais parce qu'on va les rassurer. Heureusement, maintenant, la grande majorité des grossesses, et heureusement parce que justement, il y a une bonne surveillance, tout se passe bien pour la grande majorité des cas, mais c'est vrai que auparavant, à une autre époque, et dans d'autres pays, faut-il le dire, combien de femmes encore meurent en couche et des suites de couches dans d'autres pays, il faut le rappeler. C'est important de le dire. Je pense que le personnel n'est pas négligent, connaît bien tout ça et... Oui. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir... Je suis très, très contente d'être intervenue parce que j'écoute régulièrement le soir. Écoutez, voilà. c'est moi qui vous remercie. Très agréable, C'est moi qui vous remercie parce que vraiment, je pense que c'était important pour Ileana de vous entendre et c'est vrai que j'ai lancé cet appel. Si je pouvais rajouter une petite note de psychologie, parce qu'en fin de compte, moi j'ai fait un DU de psychiatrie périnatale. Oui. Donc c'est une petite chose que je transmets à toutes les femmes que j'ai accouchées. Ah oui, ça c'est... En fin de compte, la relation mère-enfant, elle est très très importante les premiers jours. Donc il faut que le papa ou la maman se manifeste, qu'il y ait beaucoup d'échanges avec le nouveau-né. Et il y a une date charnière au niveau de l'enfant, c'est 18 mois. Donc si avant 18 mois, l'enfant a eu un attachement sécurisant, en fin de compte, beaucoup de rapports affectifs, beaucoup de soins maternaux, etc. Il a de très bonnes bases dans la vie sur le plan affectif. C'est un bon démarrage dans la vie. Et à partir de 18 mois, par contre, il faut que les parents se détachent un petit peu et puis commencent à corser un petit peu sur le plan éducatif. Faut se transformer un petit peu plus en éducateur qu'en parent maternant. Faut diriger un petit peu. C'est la théorie, Après. Oui, c'est vrai. Que c'est sympa à transmettre. C'est vrai, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Ça doit être. C'est un plus indéniable dans votre métier. Je reçois des mails. Tiens, la petite souris où on découvre que mais elle doit être une petite souris. Elle a eu une grossesse gémellaire. Oui. Elle dit une visite par mois est normale si l'on ne se plaint de rien. Voilà. Par contre, à la moindre alerte, on vous hospitalise. C'est ce que j'ai vécu. Vers la fin, un diabète s'est déclaré, ainsi qu'un grave problème de foie. À partir de cette situation, j'ai été sous surveillance tous les jours, nous dit-elle. Et puis Catherine nous écrit, elle dit « J'ai eu des jumeaux il y a 18 ans. C'est donc une expérience déjà ancienne, mais j'avais 39 ans. J'ai eu une grossesse idyllique, pas un seul malaise, j'ai été suivie une fois par mois, puis les 3 derniers mois, je les ai passés à Annecy, où j'ai nagé une demi-heure chaque jour dans le lac. J'avais une forme olympique. De retour à Paris, comme je continuais mes exploits nautiques en piscine, le médecin m'a fait entrer à l'hôpital 10 jours avant qu'on me fasse une césarienne, car un des bébés ne grandissait pas assez. Tout s'est bien passé, donc tout est possible. Et puis Valérie, désolée pour elle, j'ai pas pu la prendre. Tout ce qui se déclare pendant la grossesse, diabète, hypertension et tout ça, c'est parce qu'on est fragilisé sur ce plan-là. Donc à l'état, lorsqu'on sera plus vieille, un peu plus âgé. Lorsqu'on avancera en âge, en fin de compte, on peut déclarer ces maladies-là. Donc faut être vigilante, D'accord. Écoutez, Catherine, merci beaucoup. Merci à le vous, témoignage d'Ileana a permis qu'on se parle. Peut-être à une prochaine fois, je l'espère en tout cas. Voilà, merci. Merci. Au revoir, Catherine. Merci. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute de Taratata. Tout de suite, un excellent week-end. Et on se retrouve évidemment lundi. Au revoir.